Des villages érigés sur des pentes où un faux pas se termine dans le vide. Des monastères accrochés au sommet de colonnes de pierre, à des centaines de mètres du sol. Et des communautés entières vivant à presque 4000 mètres d'altitude, où respirer est déjà un effort. Ceci n'est pas une légende, cela existe. Dans cette vidéo, vous allez voir des peuples qui ont transformé des falaises, des lacs gelés, des déserts d'altitude et des parois de roches en foyers. Des lieux où le sol pourrit, l'oxygène manque et l'isolement est devenu une défense. Mais le plus inquiétant n'est pas comment ils survivent. C'est pourquoi ils ont choisi de rester. Et quand ce voyage se terminera, peut-être que votre idée de sécurité, de résistance et même de foyer ne sera plus jamais la même. Il existe une loi silencieuse qui gouverne presque tous les 8 milliards d'êtres humains, la quête de la stabilité. Nous construisons nos villes dans des vallées fertiles, sur un sol solide, protégés par des frontières invisibles de sécurité. Mais sur les marges oubliées de la carte, il existe des groupes qui ont décidé de briser cette loi. Ils ne vivent pas seulement dans des lieux reculés, ils habitent ce que la science appelle des zones d'exclusion biologique, des lieux où l'oxygène est un luxe, où le sol est un mirage et où la gravité est une sentence de mort en sursis. Pourquoi quelqu'un choisirait-il l'abîme comme berceau? Serait-il en train de fuir le monde, ou de protéger quelque chose que le monde moderne a déjà perdu? Aujourd'hui, nous allons réaliser une ingénierie inverse sur la survie humaine elle-même. Préparez-vous à entrer dans des territoires où l'architecture est une forme de résistance et la vie est un acte de rébellion contre la nature. Notre enquête commence là où la Terre s'arrête. Imaginez un monde où vous ne foulez jamais quelque chose qui ne soit pas en mouvement. L'ingénierie derrière ces îles défie la physique conventionnelle. Sous la surface, les Uros utilisent des blocs de racines de totora qui, en se décomposant, libèrent des gaz qui fonctionnent comme des poches d'air naturelles, maintenant des tonnes de matériel en flottaison. Si l'une de ces poches rompt ou si la racine se désintègre trop vite, une section entière de l'île peut s'incliner vers l'abîme en secondes, forçant la communauté à une évacuation silencieuse au milieu de la nuit. Au cœur des Andes, à presque 4000 mètres d'altitude, le lac Titicaca cache un secret de 500 ans. Ici, les Uros n'habitent pas des îles de roche, mais des îles de souffle, des structures artificielles faites de joncs totora qui flottent sur un abîme d'eau glacée. Mais ne vous y trompez pas par l'image pittoresque, ceci est une forteresse liquide. Des registres coloniaux espagnols décrivent la frustration des armées en tentant d'encercler les Uros. Chaque fois que les troupes arrivaient sur les rives, les îles disparaissaient simplement dans la brume. Ils utilisaient un système d'ancrage avec des cordes de fibres végétales et des pierres volcaniques, permettant à des villages entiers de naviguer vers le centre du lac, devenant des cibles mobiles et invisibles pour toute artillerie de l'époque. Quand l'Empire Inca a avancé avec sa machine de guerre, et plus tard les conquérants espagnols ont apporté l'acier, les Uros ont pris une décision radicale. Si la terre était le champ de bataille des tyrans, ils abandonnèrent la terre pour toujours. Vivre sur le totora est un exercice de maintenance perpétuelle de l'existence. Le sol sous les pieds des Uros est en train de mourir. La partie inférieure de l'île pourrit au contact de l'eau, exigeant que de nouvelles couches soient ajoutées hebdomadairement. C'est une lutte contre l'entropie. S'ils arrêtent de construire, ils coulent. Leurs poumons sont plus grands, leur sang est plus épais, adapté à un air qui tuerait un habitant du littoral en quelques jours. Ils appellent le lac Kota Mama, la mer qui les nourrit, mais qui exige aussi le sacrifice de la vigilance éternelle. La question qui plane sur ces eaux n'est pas comment ils flottent, mais pourquoi 5 siècles plus tard, ils refusent encore de toucher le sol ferme. Que savent-ils sur la liberté que nous avons oubliée? La science moderne a commencé à surveiller la biologie de ses habitants et a découvert que l'isolement vertical a généré des mutations fascinantes.
Le cœur d'un habitant de haute altitude est, en moyenne, 20% plus grand que celui de quelqu'un qui vit au niveau de la mer. Ils traitent l'oxygène avec une efficacité que les athlètes olympiques mettent des décennies à tenter de simuler, transformant leur propre corps en l'outil ultime de survie. Pendant que les Huros flottent pour échapper à l'histoire, dans un autre coin du globe, un peuple s'est enterré dans l'isolement pour protéger son âme. Dans les profondeurs de l'Hindu Kush, au Pakistan, la vallée de Bumburet est une anomalie géographique et culturelle. Les Kalash sont les gardiens d'une lignée qui défie la logique de la région. Entourés par une orthodoxie rigoureuse, ils maintiennent des rituels animistes et des festivals de vin qui semblent appartenir à une ère oubliée. Arriver ici n'est pas un voyage, c'est un pari. Des routes qui ne sont que des cicatrices sur la face de falaises verticales, où l'erreur d'un centimètre résulte en une chute libre de 300 mètres. Il ne s'agit pas d'une route, mais d'un défilé à sens unique où l'asphalte n'existe pas. Quand deux véhicules se croisent dans ces passages, l'un d'eux doit reculer pendant des kilomètres en marche arrière, au bord du précipice, sur un sol qui cède constamment à cause des vibrations du moteur. C'est une roulette russe mécanique qui dicte qui entre et qui sort du territoire Kalash. L'isolement des Kalash n'est pas géographique, il est tactique. Durant l'hiver, la glace scelle la vallée, la transformant en une capsule temporelle impénétrable. Là-dedans, l'air est un mélange de résine de cèdre et de fumée de chêne, un environnement qui attaque les poumons mais réchauffe l'esprit. La structure physique des maisons Kalash fonctionne comme un amortisseur sismique naturel. Elles sont construites en couches alternées de bois de cèdre et de pierres sèches sans ciment, permettant à la construction d'osciller durant les fréquents tremblements de terre de la région sans s'effondrer. C'est une architecture qui ne lutte pas contre la montagne, mais flotte sur les vibrations de la terre. Ils vivent dans des maisons qui s'empilent les unes sur les autres, où le toit d'un voisin est la terrasse de l'autre. C'est une ruche de résistance. Ils survivent au froid de 15 degrés négatifs et à la pression d'un monde extérieur qui désire leur conversion ou leur disparition. Les Kalash nous enseignent que l'isolement n'est pas une prison. C'est le prix pour maintenir sa propre identité intacte. Mais jusqu'à quand une capsule temporelle peut-elle résister à l'érosion du XXIe siècle? Si la vallée de Bumburet est un refuge, la vallée de Dahanu en Inde est un champ de test pour la résistance cellulaire. Ici vivent les Drogpa, connus comme les derniers Aryens. Ils habitent un désert vertical, un paysage lunaire où l'humidité est inexistante et le soleil brûle avec l'intensité d'un laser. À 3500 mètres d'altitude, chaque respiration est une négociation avec l'oxygène rare. Dans la vallée de Dahanu, le rayonnement ultraviolet est si agressif qu'il peut causer des brûlures du 2e degré en moins de 40 minutes d'exposition directe. Les Drogpa ont développé un système d'irrigation qui utilise des canaux sculptés dans la pierre pour capturer le lait des glaciers, une eau grise, chargée de sédiments minéraux lourds, qui est l'unique source d'hydratation dans un rayon de centaines de kilomètres de poussière suffocante. Ils affirment être des descendants des soldats perdus d'Alexandre le Grand, et leur physionomie semble confirmer un passé légendaire. Mais la véritable légende est leur biologie. Les Drogpa consomment un régime d'orge et de thé au beurre, vivant dans un équilibre précaire avec un sol qui se refuse à donner la vie. Le vent constant n'apporte pas la pluie, il apporte la poussière. Ils vivent entre la chaleur écrasante du jour et le froid coupant de la nuit, protégés par des murs de boue qui semblent émerger de la montagne elle-même. Pourquoi rester dans un lieu où la nature tente de vous expulser à chaque seconde? Peut-être parce que, pour les Drogpa, la difficulté du terrain est ce qui maintient leur lignée pure. Là où personne ne veut vivre, personne ne peut vous perturber. Ils ont transformé la rareté en une barrière de protection. Cependant,
L'architecture de la survie atteint son apogée quand l'homme décide que la surface n'est plus suffisante. Dans les hautes terres d'Éthiopie, la ville de Lalibela n'a pas été construite, elle a été révélée. Au XIIe siècle, le roi Lalibela ordonna la création d'une nouvelle Jérusalem. Mais au lieu d'ériger des cathédrales vers le ciel, il ordonna à ses architectes de plonger dans la roche volcanique. 11 églises monolithiques, sculptées de haut en bas, sans l'usage d'une seule brique ou goutte de mortier. C'est l'ingénierie de l'impossible. Une erreur de ciseaux signifierait l'effondrement de toute la structure sacrée. Mais le mystère s'approfondit quand nous montons aux falaises du Tigré. Là, le monastère d'Abuna Yema Tagou défie la raison. Pour arriver à la petite chambre sacrée, les moines doivent escalader une paroi verticale de 200 mètres, sans corde ni protection. C'est une ascension faite main nue et avec une foi absolue. Ils portent leur bébé pour être baptisés au sommet et leur mort pour être veillés dans les nuages. Pour ces hommes, la sécurité physique est non pertinente devant la proximité spirituelle. Ils vivent à la limite du monde pour être plus près du ciel. La verticalité de Lalibela et du Tigré nous oblige à questionner. Quelle est la véritable fonction d'une maison? Abriter le corps ou élever l'esprit? Notre voyage se termine dans le lieu où le sol a disparu complètement. En Thessalie, Grèce, les pinacles des météores s'élèvent comme des doigts de pierre pointant vers l'infini. Au sommet de ces tours naturelles, les monastères semblent flotter dans le brouillard. Pendant des siècles, l'accès à ces lieux se faisait exclusivement par des filets de cordes hissés par des treuils en bois. Le visiteur restait suspendu au-dessus d'un abîme de 400 mètres, remettant sa vie à la résistance d'une fibre de chanvre. La légende dit que les moines ne changeaient les cordes que quand le Seigneur permettait qu'elles se rompent. Des documents historiques révèlent que la montée dans le filet prenait environ 30 minutes de rotation lente et violente sous des vents latéraux. Le stress mécanique sur les fibres de chanvre était extrême. La chaleur générée par le frottement du treuil en bois roussissait souvent la corde, faisant de chaque nouvelle montée un test de résistance physique et spirituelle. Si le treuil échouait, il n'y avait pas de frein manuel. L'occupant du filet retournait simplement à la terre à une vitesse terminale. Construire au météore fut un miracle de logistique médiévale. Chaque pierre, chaque poutre, chaque goutte d'eau fut hissée manuellement. Les moines des météores ne voulaient pas seulement l'isolement, ils voulaient la suspension. Vivre au météore, c'est vivre dans un état de veille constante. Les fenêtres s'ouvrent sur le vide absolu. Le son du vent est l'unique bande sonore. C'est le stade final de notre enquête. Ici, le besoin de sécurité a été remplacé par le besoin de transcendance. Ils ont rejeté la vallée, le commerce et la protection des murailles pour vivre sur une île dans le ciel. En analysant ces 5 destinations impossibles, un schéma perturbateur émerge. Les Uros, les Kalash, les Drogpa, les moines d'Éthiopie et des météores ne sont pas seulement en train de survivre, ils nous envoient un message. Ils prouvent que l'être humain est capable de coloniser l'inhabitable chaque fois que ce qui est en jeu est plus important que le confort. Pour certains, c'est la liberté politique. Pour d'autres, la pureté de la lignée ou la profondeur de la foi. Nous, dans nos villes climatisées et nos rues nivelées, nous nous sentons souvent fragiles devant le moindre imprévu. Mais l'histoire de ces tribus et communautés nous montre que notre véritable force n'est pas dans ce que nous construisons sur le sol, mais dans ce que nous sommes capables de soutenir quand le sol disparaît. Le foyer n'est pas une coordonnée géographique. Le foyer est le lieu où vous décidez de résister. La question que je vous laisse est plus profonde qu'elle n'en a l'air. Si le monde tel que vous le connaissez disparaissait demain,
Auriez-vous une identité assez forte pour vous soutenir au sommet d'un abîme? Ou êtes-vous seulement un sous-produit du confort de la vallée? En fermant ce dossier sur les architectures de la limite, nous percevons que le confort moderne est en réalité une exception historique et non la règle. Pendant que vous regardez cette vidéo, ces communautés continuent d'être là, en équilibre sur des joncs, des pierres et des cordes, prouvant que le plus grand luxe de l'humanité n'est pas la technologie, mais la capacité de transformer le danger en routine. Lequel de ces lieux auriez-vous le courage d'appeler foyer? Si ce voyage a éveillé quelque chose en vous, s'il vous a fait réfléchir sur à quel point nous sommes fragiles et forts à la fois, inscrivez-vous et activez les notifications. Le monde est beaucoup plus grand que ce que nous racontent les versions officielles. Dans le prochain documentaire, nous allons plonger encore plus profondément dans les secrets que l'histoire a tenté d'effacer. Laissez votre commentaire et à la prochaine frontière. Rappelez-vous, le foyer n'est pas là où vous vous sentez confortable, c'est là où vous choisissez de rester.